Dans un temps lointain, aux confins d'un royaume régi par les épées et la sorcellerie, un jeune garçon peinait comme humble fermier. Il vivait à la frontière, où le danger et le destin l'attendaient derrière chaque horizon. Ce garçon était destiné à s'élever, non pas comme fermier, mais comme un héros de légende, pourtant il ne désirait pas embrasser ce destin. Il trouvait de la joie dans son existence paisible et lente, malgré les alertes incessantes du système. Il choisissait de vivre sa vie à sa manière. Pendant ce temps, à travers le continent, la reine démon Élisabeth vainquait tous les royaumes qui l'entouraient. Sans le héros légendaire, la résistance était vaine. Par conséquent, la reine démon prit le contrôle du monde entier et établit son empire. Pourtant, une pensée troublait continuellement son esprit. La prophétie du héros destiné à renverser son règne. Poussée par cette peur, Élisabeth utilisa sa magie de recherche pour le localiser et l'affronter, mais le protagoniste restait profondément absorbé par son style de vie insouciant. Son village était protégé par une barrière unique, lui accordant des heures supplémentaires chaque jour pour poursuivre ses passions. Il avait construit sa maison entièrement de ses propres mains, passant son temps à chasser, à méditer et à s'occuper de ses cultures florissantes, évitant fermement toute implication avec les démons ou la magie. Merci beaucoup. Après s'être lassé de sa défiance, le système le maudit à périr de la main de la reine démon, puis s'est brutalement écrasé et a disparu. Pourtant, notre héros restait inconscient de tout. Son esprit était consumé par les pensées de Dahuan, le nom de sa hache, qu'il avait laissée dans la forêt. Alors qu'il se préparait à la récupérer, le ciel s'assombrit et le tonnerre gronda de façon inquiétante, puis la reine démon Élisabeth elle-même arriva. Plutôt que de s'incliner de peur ou de reconnaître son pouvoir écrasant, la réaction immédiate du garçon est de se démener pour protéger ses vêtements et son poisson séché de la tempête imminente. Se sentant triomphant, notre héros est de bonne humeur après avoir sauvegardé ses biens précieux. À ses côtés se tient son fidèle chien de compagnie électronique, Wang She, le seul véritable ami qu'il ait. Il exhorte rapidement Wang She à entrer avec lui. Au moment où il est sur le point d'entrer, une voix résonne d'en haut. Élisabeth, la reine démon elle-même, choisit ce moment pour révéler sa présence. Pris au dépourvu, le garçon regarde Wang She et s'enquiert de son identité. Cependant, le fait de se référer avec désinvolture à une reine démon aussi redoutable comme si elle était un simple passant offense profondément Élisabeth. Réalisant sa grave erreur, le protagoniste s'excuse instantanément intérieurement, la panique montant alors qu'il sait que ce village devrait être un sanctuaire. Cet endroit n'a jamais été destiné à devenir la scène d'un intrus inattendu, surtout un aussi redoutable que la reine démon. En réponse, Élisabeth lui lance un objet. Elle a probablement l'intention de jauger sa réaction avec ce défi soudain. Désespéré de se défendre, le garçon réagit par instinct. Il jette ses biens précieux en l'air dans une tentative de se protéger. Étonnamment, l'objet tombe parfaitement dans sa main, se révélant être une épée, pas n'importe quelle lame, mais l'épée rayonnante et sacrée connue sous le nom d'Alpha. Il essaie de jeter l'épée, mais elle semble déterminée à rester dans sa main. Maintenant, serrant une arme imprégnée de chaos pur, il est déconcerté par son apparence et sa signification. Élisabeth observe attentivement sa perplexité et l'interprète mal comme de la ruse, croyant qu'il cache un pouvoir formidable. Opérant sous cette hypothèse, elle se présente et décide instantanément que la seule action censée est de le tuer. Notre héros déconcerté est maintenant complètement perplexe, fronçant les sourcils alors qu'il se demande comment la reine démon a pu apparaître alors qu'il n'a même pas quitté le village. Comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus absurdes, la situation se détériore davantage lorsque Wang She se met soudainement à aboyer furieusement sur elle. Élisabeth commence à canaliser ses pouvoirs magiques. Notre protagoniste se souvient que le système l'avait averti. Leur confrontation était inévitable. Réalisant qu'il n'a aucun contrôle sur son destin, il jette nonchalamment son épée de côté. Après tout, il n'est qu'un nouveau venu inexpérimenté naviguant dans ce monde chaotique. Avec l'apparition du méchant ultime, la reddition semble être sa seule option viable. Arborant un léger sourire, il choisit de se retirer à l'intérieur de son humble demeure. Il ressent un sentiment de paix inattendu à propos de sa vie jusqu'à présent, n'abritant aucun regret. Cependant, Élisabeth interprète mal son sourire comme une provocation. Dans son jugement erroné, elle décide de bombarder sa maison construite de manière précaire avec des rochers. Pendant ce temps, Wang She calcule la trajectoire de l'attaque imminente. Il lance des projectiles pour intercepter les rochers massifs en plein vol. Élisabeth en conclut que Wang She doit être un artefact magique lié au héros légendaire lui-même. Sa confiance en sa supériorité ne lui laisse aucune place au doute. Sans hésitation, elle utilise sa magie pour mettre rapidement fin à l'épreuve. Pendant ce temps, Wang She défie toute logique en anticipant chaque attaque et en les inversant parfaitement contre leur initiateur. Élisabeth ne peut s'empêcher de trouver absolument hilarant que cette minuscule créature tente de lui donner une leçon. Amusée mais irritée, elle décide non seulement d'éliminer Wang She, mais aussi d'anéantir tout le voisinage pendant qu'elle y est. Conjuration de trous noirs massifs, sa magie retombe comme un feu d'artifice bon marché qui échoue de façon spectaculaire. Elle se tient perplexe, essayant de comprendre l'échec mystérieux de son attaque. Elle suppose que peut-être notre héros s'est mêlé de quelque chose à l'intérieur de son humble demeure pour perturber son pouvoir.
En réalité, l'explication est beaucoup plus banale et moins dramatique. Notre malheureux protagoniste est résigné sur son lit, composant probablement un adieu mental au monde. Pendant ce temps, Wang She continue d'aboyer sans relâche sur Elisabeth. Elisabeth trouve ses aboiements incessants à la fois absurdes et frustrants. Déterminée à ce que ces absurdités cessent, elle déploie ses ailes et charge sur le chien. 1 heure plus tard, notre héros reprend conscience. Il se sent désorienté, incertain s'il est encore parmi les vivants ou s'il est décédé. Le silence enveloppe les environs dans une immobilité troublante. Rassemblant tout le courage qui lui reste, il se faufile tranquillement jusqu'à la porte, l'entr'ouvre avec prudence et prie pour une vision favorable. Au lieu de cela, il est confronté à une scène sinistre et dévastatrice. Là, dans la cour, se tient Elisabeth tenant Wang She par la peau du cou, le jetant comme un chiffon d'hier. Le pauvre chien semble complètement sans vie et vaincu. Leurs regards se croisent brièvement comme si une serviette de table usagée était négligemment jetée entre eux. Sans hésitation, elle lâche prise, permettant à Wang She de tomber brutalement au sol. Elle murmure des excuses insincères pour avoir ruiné son outil magique, son ton étant dépourvu de remords véritables. Notre héros sait qu'il vaut mieux ne pas perdre de temps à débattre avec elle et suggère de s'asseoir pour parler calmement au lieu de sombrer davantage dans le chaos. Elisabeth consent à la conversation, mais seulement après s'être assuré qu'il rencontre sa fin à 6 pieds sous terre. Avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution, un changement inattendu se produit. Elle atteint son point de rupture et se demande si ce moment marque son dernier chapitre. Comme un monument tombé, elle s'effondre gracieusement, incitant notre héros à se précipiter et à vérifier son état. Soudain, la situation prend une tournure étrange alors que ses vêtements commencent à disparaître inexplicablement. Progressivement, sa forme devient de plus en plus visible dans la faible lumière. Pendant ce temps, le protagoniste souffre d'un saignement de nez intense, qui coule de manière incontrôlable. Alors que la nuit tombe, Elisabeth s'éveille et se retrouve allongée sur un lit. Sa pensée immédiate est l'embarras accablant de voir la reine démon finir dans un état aussi vulnérable. Remarquant les menottes, elle soupçonne que notre héros a l'intention de la garder comme un trophée plutôt que de l'éliminer purement et simplement. Elle tente d'utiliser sa magie, mais constate que les chaînes sont inamovibles. Leur cliquetis métallique confirme que ces entraves sont un autre artefact redoutable sous le contrôle de notre héros. Son regard balaie la pièce, observant un étrange assortiment d'objets bizarres. L'espace entier lui apparaît comme rien de plus que la cachette d'un aspirant magicien. Elle réalise qu'elle a peut-être sérieusement sous-estimé le protagoniste. Il n'est pas seulement ennuyeux, mais aussi étrangement particulier en plus d'être irritant. Son fil de pensée se brise brusquement lorsque notre protagoniste entre, portant de la nourriture. Avant qu'il ne puisse balbutier le discours maladroit qu'il a répété, elle le coupe, déclarant fermement qu'elle ne supplierait pas pour sa clémence. S'il a l'intention de la tuer, il devrait simplement en finir. Bien que visiblement nerveux, notre héros fait de son mieux pour dissimuler son anxiété devant la reine démon, souhaitant simplement avoir une chance de lui parler. Concernant les menottes, il explique qu'il s'agit d'une mesure de précaution pour assurer la sécurité. Pour Elisabeth, cependant, on dirait qu'il teste ses limites, voyant jusqu'où il peut la rabaisser avant qu'elle ne perde le contrôle. Le personnage principal tente ensuite de démontrer sa bonne volonté en déverrouillant les menottes. Il offre même un sourire comme si ce geste anodin pouvait en quelque sorte réparer leur déchirure. Elisabeth, cependant, perçoit son sourire comme moqueur, la traitant comme si elle ne posait aucun défi. Réprimant son envie de l'anéantir, elle choisit plutôt de jouer le jeu, du moins pour le moment. Mais elle sait que, finalement, il finira par regretter son attitude méprisante. Notre garçon s'éloigne ensuite, lui laissant de l'espace pour se reposer et reprendre des forces. Pendant ce temps, beaucoup se demandent pourquoi il n'a pas saisi l'occasion de la tuer quand il en avait la chance. Pour notre héros, la réponse est simple. Dans un royaume où la magie et la résurrection abondent, assassiner la reine démon pourrait facilement se retourner contre lui. De plus, tuer n'est pas son truc. Il est bien plus à l'aise pour s'occuper des poulets et des poissons que pour prendre des vies. Sa stratégie audacieuse et étonnamment simple pour mettre fin à leur conflit, devenir son ami, il rayonne de fierté devant son idée ingénieuse et rit doucement. Malheureusement, Elisabeth prend son rire pour une moquerie dirigée contre elle. Elle le regarde fixement alors qu'il remarque que son malheureux compagnon Wang She est devenu complètement abattu au milieu de la tourmente qui s'ensuit. Elisabeth devient curieuse, se demandant si Wang She est un artefact magique redoutable lié au protagoniste. Pour le garçon, cependant, Wang She est simplement un petit gadget qu'il a récemment fabriqué par ennui. Elisabeth, attendant patiemment le moment parfait, reconnaît sa chance d'agir comme une balade. Elle choisit d'exploiter son pouvoir magique illimité pour restaurer son énergie, croyant que le héros vient de perdre son précieux appareil magique et que tout le pouvoir lui appartient désormais, elle offre des excuses à moitié sincères pour avoir détruit son jouet tout en préparant une attaque. Pendant ce temps, le personnage principal reste complètement inconscient des machinations de la diablesse correctrice reine démon. Il s'affaire à retirer la carte mémoire de Wang She sans se soucier du monde. Il ouvre ensuite un placard pour révéler plusieurs autres Wang She et lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a beaucoup de sauvegardes. Elisabeth est stupéfaite,
complètement impréparée et prise au dépourvu par cette révélation. Imperturbable, le garçon glisse la carte mémoire dans une autre unité Wang-She et la met en marche. Soudain, Elisabeth détecte l'arôme de quelque chose de délicieux qui flotte dans l'air malgré sa conviction habituelle qu'elle est au-dessus des plaisirs triviaux comme la nourriture. Le parfum séduisant tire irrésistiblement sur ses sens comme une force magnétique à laquelle elle ne peut résister. Notre héros lui offre un plat à base de légumes et de céréales. Il le cultive personnellement. Elisabeth prend une bouchée hésitante de la boulette, puis une autre et encore une autre alors qu'elle se retrouve attirée de manière inattendue. Elle bouge ses mains comme si elle suivait une volonté hors de son propre contrôle. La saveur éclate dans sa bouche comme un éblouissant feu d'artifice magique, submergeant ses sens. Même en tant que reine démon, elle se retrouve incapable de résister au goût captivant. Soudain, la chaleur agresse son palais avec la force d'une puissante frappe. En peu de temps, la transpiration perle sur sa peau et son corps tremble de manière incontrôlable. Le protagoniste, ayant ajouté un soupçon de piment pour satisfaire son goût, se mord nerveusement les doigts. Alors qu'Elisabeth se bat pour garder son calme, elle soupçonne que ce sinistre héros utilise la nourriture comme un outil pour une expérience tordue. Notre héros a soigneusement préparé une soupe combinant des ingrédients soigneusement sélectionnés pour contrer l'épice ardente des boulettes. Pourtant, les saveurs semblent lui jouer des tours, créant la confusion. À un moment donné, elle est convaincue qu'il l'empoisonne. L'instant d'après, elle ressent la sensation de flotter en apesanteur parmi les nuages. Malgré la tourmente, elle lève à nouveau la cuillère et continue de manger. Pendant un instant fugace, une poussée de force nouvelle la traverse comme si elle avait découvert un pouvoir secret, mais elle reprend rapidement ses esprits et exige de connaître ses véritables intentions. Le jeune homme souhaite simplement découvrir comment une reine démon et un héros pourraient coexister pacifiquement. Naturellement, Elisabeth interprète mal son motif, croyant qu'il a l'intention de l'utiliser comme un simple sujet de test pour devenir plus fort et finalement la vaincre. Elle brûle de colère car si la mort est un destin acceptable pour un chevalier, endurer l'humiliation est intolérable. D'une manière ou d'une autre, cependant, elle choisit de laisser tomber, décidant que la confrontation ne vaut pas la peine. Pendant ce temps, notre héros est complètement déstabilisé par la possibilité qu'elle le tue pour avoir gâché la situation. Plutôt que de résister, Elisabeth monte sur le lit, signalant clairement son acceptation de ses conditions. Sa motivation n'est pas la peur de lui. Elle aspire à une autorité absolue. Sa présence mortelle avertit sans équivoque que quiconque tentera de la faire se soumettre sera confronté à une destruction totale. Notre jeune homme dépassé, incertain de ce qu'il faut faire d'autre, se conforme à toutes ses exigences, fournissant même des rations supplémentaires. Un an plus tard, notre protagoniste se retrouve perdu dans la contemplation en coupant du bois avec l'épée sacrée. La reine démon a brisé la barrière protectrice du village, la laissant aussi vulnérable qu'un lapin piégé dans la tanière d'un loup. Bien que des monstres aient commencé à apparaître, ils maintiennent leur distance. Que ce soit par crainte de la reine démon ou par instinct de base, cela reste incertain, mais le personnage principal ne peut chasser la pensée obsédante que si Elisabeth l'abandonne un jour, son sort sera scellé. Alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans ses soucis, Elisabeth le ramène brutalement à la réalité avec une demande sèche pour le déjeuner. Devenu un serviteur attentif, il se précipite rapidement pour satisfaire sa demande. Sa survie dépend entièrement du maintien de la formidable protection d'Elisabeth. Pendant ce temps, Elisabeth se prélasse sur le canapé, heureuse et insouciante avec un sac de chips comme si elle était libérée de toutes ses responsabilités. Après une année entière d'inactivité, elle est pratiquement fusionnée au canapé. Elle s'est transformée en une véritable patate de canapé. Pourtant, malgré cela, elle a encore le culot de se plaindre de s'ennuyer à force de regarder les mêmes émissions à la télévision. Notre héros, cependant, a des questions plus importantes qui occupent son esprit alors qu'il l'invite à se joindre à lui pour le déjeuner. Au lieu de se rendre à la cuisine comme tout le monde, elle utilise la magie et s'y rend sans effort, consciente d'être devenue un peu léthargique. Pourtant, au lieu d'admettre sa paresse, elle lui en rejette la faute, l'accusant de la gaver de chips qui la rendent léthargique. Il précise que ces chips sont les véritables coupables des calories et du poids supplémentaire. Elisabeth baisse les yeux et prend soudain conscience du rembourrage supplémentaire autour de sa taille. Déterminée, elle décide de transformer cette graisse indésirable en énergie magique. Notre héros est stupéfait de voir avec quelle facilité l'excès de graisse se transforme en énergie puissante. Elisabeth commence à se vanter d'avoir fait dérailler un autre de ses plans prétendument bien conçus, et comme il a depuis longtemps cessé d'essayer de discuter, il se contente de suivre ses histoires. Elle se jette ensuite sur son repas avec un appétit vorace, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Habitué maintenant à céder, le personnage principal promet d'en préparer encore plus, ayant accepté son sort de coexister avec elle dans un avenir prévisible. Elle interprète immédiatement sa gentillesse comme un complot visant à la gaver avant de l'éliminer. Pendant ce temps, notre héros se lève pour aller chercher le dessert. Cependant, au moment où il tourne le dos, Elisabeth en a assez d'être nourrie et envisage de se débarrasser de lui. Mais en apercevant son pudding préféré, toutes ses pensées rebelles s'évanouissent instantanément. Elle commence à baver de façon incontrôlable à la simple vue de celui-ci. Il sait précisément comment la gérer.
Simplement en lui offrant la bonne nourriture, il devient son allié le plus proche. Au loin, un homme et une jeune fille courent désespérément pour échapper à une menace imminente. Ils sont poursuivis sans relâche par d'inquiétants assaillants masqués. Soudain, l'un des poursuivants jette un sort, les emprisonnant dans une cage enchantée. Serrant son épée fermement, l'homme exhorte sa fille à fuir vers la sécurité du village voisin. Il s'engage à rester en arrière, déterminé à retenir leurs attaquants, mais sa fille refuse de l'abandonner et insiste pour rester ensemble. Au fond de lui, l'homme reste lié par un vœu fait à sa mère de protéger sa fille à tout prix. Ces personnages masqués ne sont pas des ennemis ordinaires. Ils manient de formidables pouvoirs magiques. Comprenant l'urgence, l'homme décide de mettre fin rapidement à la confrontation avant qu'elle ne dégénère davantage. D'un arc décisif de son épée, il abat un attaquant. Cependant, les assaillants restants refusent de céder ou de reculer. L'un d'eux se transforme en une créature grotesque qui semble s'être échappée d'un cauchemar. Ne tenant pas compte des avertissements de son père, la jeune fille tire des flèches sur l'être monstrueux, mais ces flèches rebondissent inoffensivement comme si elles frappaient une guimauve. Désespéré, l'homme la supplie de s'échapper. Ils affrontent de sombres apôtres de la guilde dont le pouvoir ne laisse aucune place à l'hésitation. Les combattre revient à tenter d'apprivoiser un tigre féroce armé uniquement d'un cure-dent. Malgré cela, sa fille reste ferme, déterminée à rester à ses côtés. Lors d'une charge soudaine, un apôtre fonce droit sur l'homme. Le coup atterrit avec une telle force que l'homme a peut-être goûté à ses propres dents. Allongé et malmené sur le sol, l'homme exhorte toujours sa fille à s'échapper immédiatement, mais elle refuse de partir. Sa détermination reste inébranlable. L'horrible bête, un mélange terrifiant de cauchemar et de monstre, se dresse au-dessus d'eux, prête à porter un coup mortel final. La jeune fille comprend soudain la situation désastreuse et propose de les accompagner, les suppliant d'épargner la vie de son père. Cependant, la créature ne tient absolument pas compte de sa demande et ne montre aucun intérêt à négocier. Elle se jette en avant pour attaquer, mais avant qu'elle ne puisse frapper, une force colossale s'abat sur elle, envoyant un nuage de poussière qui tourbillonne partout. Alors que la poussière retombe, la jeune fille ouvre lentement les yeux, luttant pour comprendre les événements qui se déroulent. Devant elle se tient leur mamotte, qui vient d'écraser la créature sous son immense poids. Au sommet du dos de leur mamotte repose un sanctuaire qui abrite la grenouille immortelle. La grenouille immortelle rapporte à un supérieur invisible que la menace a été neutralisée, puis s'enquiert du sort de l'homme et de sa fille. Soudain, une petite maison se matérialise sur le dos de la grenouille. À l'intérieur se trouve nul autre que Wang Shi lui-même, qui ordonne que les humains soient épargnés et amenés à son maître pour un jugement plus approfondi. Eva se réveille dans une chambre inconnue, ressentant une vague de désorientation l'envahir. Elle fouille rapidement la pièce à la recherche de son père, mais il est introuvable. Soudain, le souvenir la frappe. Il a été gravement blessé. La panique la submerge alors qu'elle se précipite pour le trouver. Elle ouvre une porte en grand, pour se retrouver face à une scène à laquelle elle ne s'attendait pas. Son père, Burz, prend des poses de culturisme exagérées comme s'il auditionnait pour une compétition. Clappant avec enthousiasme, notre héros regarde avec admiration. Pendant ce temps, Wang Kai tourne autour de notre héros avec obéissance comme un chien discipliné sur commande, mais Elisabeth ne partage clairement pas leur amusement. Elle repousse brusquement Wang Kai comme un chiot non désiré. Il semble que l'offense de Wang Kai réside dans le fait d'avoir fait entrer ses visiteurs inattendus dans la maison sans permission. Pauvre Wang Kai, avec son cœur mécanique brisé, se souvient douloureusement de l'humiliation et de la défaite récente infligée par la reine démon. Pourtant, son maître reste inconscient de son angoisse, distrait entièrement par son admiration pour le physique impressionnant de Burr. Sans hésitation, Burr enlève ses vêtements de dessus, sauf ses sous-vêtements, heureusement, et continue à se contracter une fois de plus comme si notre héros avait besoin d'une autre preuve aveugle. Yvel a du mal à croire que son père, blessé quelques heures plus tôt, se comporte maintenant de cette façon, mais Burr finit par remarquer sa présence et l'appelle par son nom. Avant que notre jeune héros ne puisse répondre, Elisabeth, visiblement irritée au-delà de toute mesure, exige clairement qu'Yvel et son père partent immédiatement. Après tout, elle était là en premier et se sent en droit d'avoir la priorité, essayant de sauver sa dignité diminuant. Le personnage principal les invite à entrer pour une conversation civile. Une fois à l'intérieur, il leur offre du thé avec une hospitalité sincère. Yvel, regardant la tasse avec méfiance, se demande si elle contient une potion magique qui a miraculeusement guéri son père. Le personnage principal la rassure doucement en lui disant que ce n'est que de l'eau chaude, rien de plus. Pendant ce temps, Elisabeth est perturbée par ses visiteurs inattendus, oubliant commodément qu'elle est elle-même une invitée bien accueillie. Alors que Burr retrouve progressivement des fragments de sa mémoire, il se souvient à quel point Wang Shi a joué un rôle déterminant dans leur renaissance. Il se souvient également de l'eau revitalisante que notre héros lui a donnée, qui semblait lui redonner des forces. Après avoir bu le thé, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Eva et Burr se retrouvent allongés dans un vaste champ, se sentant tellement renouvelés et flottants qu'ils pourraient s'éloigner dans la brise. La beauté époustouflante du ciel les émeut presque aux larmes. En un instant, après avoir savouré une simple tasse de thé d'orge,
le mâle se transforme en un archimage, une étoile, et fait pousser des oreilles d'elfe de façon remarquable. Le rang d'archimage de Burr passe également du niveau 3 au niveau 4. Le protagoniste leur offre gracieusement une recharge. Cependant, Burr est tellement submergé par cette gentillesse qu'il en perd complètement ses mots. Pendant ce temps, notre héros se sent impuissant, n'ayant aucune collation à offrir puisque la reine démon, désolée, le diable, les a toutes confisquées, ne lui laissant d'autre choix que d'éviter de la provoquer. Il ne peut s'empêcher de poser la question pressante, pourquoi sont-ils pris pour cible? Burr explique que la cause profonde réside dans la lignée de sang elfe qui coule dans les veines d'Evil. Evil commence alors à dévoiler son histoire. Sa mère était une sainte de la race elfe qui a défié la tradition en tombant amoureuse de Burr malgré l'interdiction stricte pour les étrangers d'épouser un membre de la lignée elfe. Curieux, notre héros se demande si ce sont les elfes qui sont derrière les attaques. Elizabeth rejette rapidement cette idée, déclarant que le récit d'Evil est absurde, expliquant que l'interdiction des mariages interraciaux est aussi obsolète qu'Internet par modem, tout cela grâce aux efforts de la reine démon pour unifier le monde. Burr raconte ensuite comment, lorsque sa femme a été contrainte de retourner auprès du seigneur elfe, il a courageusement sauvé Evil et s'est caché. Le protagoniste ne peut s'empêcher de penser que cette histoire ressemble à l'une de ces sagas d'amour tragiques vouées à l'échec dès le début. Burr clarifie la situation en révélant que les elfes les ont libérés en raison du sacrifice de sa femme et que la véritable menace vient maintenant de la guilde sombre originaire du royaume des démons. Notre protagoniste jette un coup d'œil à Elizabeth qui semble prête à déchaîner sa fureur sur quiconque se mettra en travers de son chemin. Il sent rapidement qu'il a peut-être touché un sujet sensible, alors il présente rapidement ses excuses. Bien qu'Elizabeth reste visiblement en colère, elle recentre son attention sur la guilde sombre et insiste pour recevoir plus d'informations. Burr explique que la guilde sombre mène des expériences sur des humains dans le cadre de ses efforts pour ressusciter la reine démon, ce qui nécessite apparemment des elfes pour mener à bien ce projet. Cela explique pourquoi il cible Evil qui n'a pas encore activé les pouvoirs de sa lignée. Elizabeth comprend instantanément les pensées non exprimées de notre héros. Il la rassure en lui disant qu'il comprend parfaitement où elle était tout ce temps, tandis que Burr et Evil restent complètement inconscients de l'étrange échange télépathique qui se produit entre eux. Surprise par l'ampleur des changements survenus dans le monde en seulement un an, Elizabeth exige de savoir qui leur a informé que la reine démon était morte. Burr explique que la reine démon a disparu il y a 500 ans, et si elle était encore en vie, elle serait revenue depuis longtemps pour reprendre son règne. En entendant cela, notre protagoniste, absent depuis seulement un an, semble vieillir de plusieurs siècles en un instant. En revanche, Elizabeth est impatiente de découvrir plus de détails sur la source d'informations concernant la disparition de la reine démon. Evil raconte que certaines légendes affirment que la reine démon a finalement été tuée par un héros célèbre. Leur bataille épique d'un mois s'est terminée par le sacrifice du héros pour protéger le continent, entraînant la mort des deux. À cet instant, l'aura d'Elizabeth s'assombrit, devenant aussi menaçante et féroce qu'un orage d'été. Le père et la fille affligés ont immédiatement acquiescé à sa position. Ils conviennent avec Elizabeth que de telles rumeurs ne peuvent tout simplement pas être vraies. Puis, étonnamment, le jeune homme révèle qu'il est le héros légendaire, du moins selon le système. Il ne s'arrête pas là. Il identifie également Elizabeth comme étant la reine démon elle-même. Submergé par ce flot de révélations, le père et la fille perdent presque connaissance. Pendant ce temps, Elizabeth, comme d'habitude, interprète mal les véritables motivations du jeune homme. Elle suppose qu'il se moque d'elle pour avoir été enfermée par lui. Exaspérée, elle sort en trombe, furieuse. Elle claque la porte avec une telle force que toute la pièce tremble. Burr, qui avait retenu sa respiration tout le long, expire enfin profondément. Il se tourne ensuite vers notre protagoniste, cherchant à clarifier ses intentions à leur égard. Encore hébété lui-même, le personnage principal choisit d'attendre patiemment et de laisser les nouvelles choquantes se calmer. Alors que la nuit s'approfondit, Burr et Evil restent éveillés, leurs esprits agités et embrouillés par les bouleversements de la journée. Chuchotant doucement, ils échangent des pensées avec Evil encore sous le choc des révélations. Curieusement, Evil s'accroche à une croyance déformée selon laquelle Elizabeth est tombée amoureuse du héros légendaire et a tout abandonné pour vivre cachée. Pendant ce temps, Burr suit avec diligence les conseils de notre garçon pour rester calme et posé. Soudain, le personnage principal se matérialise comme un spectre sombre dans l'obscurité, curieux de savoir pourquoi ils sont encore éveillés. Au plus profond de la nuit, le personnage principal propose une partie de cartes, la présentant comme un simple passe-temps inoffensif. À moins, bien sûr, que vous ne soyez Evil et Burr, qui soupçonnent que le jeu pourrait en fait être un test pour déterminer si notre garçon épargnera leur vie. Alors qu'ils prennent place, Evil ressent une énergie sinistre troublante émanant de la carte. Rassemblant son courage, elle demande à notre héros comment s'appelle le jeu. Le personnage principal marque une pause, réfléchissant à l'opportunité de révéler le nom original ou de l'adoucir pour leurs fragiles esprits humains. Il se demande s'il doit conserver le titre véritable et incompréhensible ou le diluer pour faciliter leur compréhension. Finalement, il opte pour le nom de Combat de Dragon, un titre qui ne semble guère réconfortant. À la simple mention du nom du jeu, Evil et Burr se fichent de terreur comme s'ils venaient de recevoir leur condamnation à mort.
À leur insu, une autre silhouette se cache à proximité, nulle autre qu'Elisabeth. Grâce à sa magie de camouflage, elle reste cachée à la vue de tous. Notre garçon explique ensuite que le jeu implique deux héros courageux qui unissent leurs forces pour vaincre un dragon. Cependant, les cartes elles-mêmes détermineront si chaque joueur est un héros ou le dragon. Yvel et Burr échangent des regards emplis de crainte, leur pire crainte étant maintenant confirmée. Notre héros tire ses cartes en premier, un sourire satisfait se répandant sur son visage. Puis Burr pousse Yvel en avant pour prendre son tour. Elle hésite mais finit par tendre la main, et à l'instant où ses doigts entrent en contact avec les cartes, toute l'atmosphère de la pièce change soudainement. Yvel sent son énergie s'épuiser à un rythme plus rapide que la batterie d'un téléphone mourant lors d'un appel Zoom marathon. Elle murmure doucement des excuses à Burr, mais imprégnée d'un optimisme sans borne ou peut-être d'un déni. Il la rassure en lui disant qu'il a tout sous contrôle. Le personnage principal demande ensuite s'ils aspirent à se transformer en dragon. Yvel et Burr refusent instantanément cette idée. Notre héros confirme leur résolution une fois de plus avant de tirer les cartes pour commencer la partie. Cependant, au moment où une carte est révélée, son expression se vide de toute couleur. En voyant sa réaction, Yvel devient frénétique, craignant qu'il n'ait déjà échoué à ce drôle de défi. Il prend ensuite le premier tour en posant un 8. Burr enchaîne avec son mouvement. Il aborde son tour avec la concentration et le sérieux d'un expert en désarmement de bombes. Prudemment, il tire un valet et le pose sur la table. Yvel choisit de passer son tour. Pendant ce temps, notre héros délibère longuement sur son prochain mouvement pour finalement renoncer à son tour également. Burr est stupéfait, réalisant que notre héros prolonge intentionnellement la partie. Cela l'oblige à continuer à jouer, épuisant régulièrement son énergie. Déterminé à mettre fin à cette folie, Burr décide de poser toutes ses cartes simultanément. Il déclenche un combo puissant connu sous le nom de dragon volant selon les règles du jeu, mais manier des cartes aussi formidables à un prix élevé, et il est maintenant aux prises avec une douleur brûlante qui irradie dans ses jambes. Soudain, une illusion de dragon rugissant colossal éclate de façon inattendue, secouant toute la zone. Le dragon lance une attaque flamboyante ciblant le personnage principal. Le père et la fille semblent sur le point de plonger sous le lit par peur. Elisabeth observe le chaos qui se déroule avec le même intérêt détaché qu'elle porterait à une émission de télévision. Cependant, au moment où le dragon disparaît, la confiance de Burr s'évapore. Sa stratégie gagnante autrefois assurée se révèle soudainement comme un échec total. Non seulement il est au bord de la défaite, mais il a aussi involontairement rendu notre héros furieux. Pendant ce temps, ignorant la panique grandissante de Burr, notre protagoniste reste perdu dans ses pensées avant de complimenter nonchalamment le coup de Burr. Avant que Burr ne puisse se reprendre, le personnage principal saute hardiment son tour une fois de plus. Transpirant abondamment et tremblant de manière incontrôlable, Burr force son prochain coup tandis qu'Eva abandonne délibérément le sien. Puis c'est au tour de notre héros qui dégage une confiance inébranlable en avançant. Il joue une carte directe, évoquant immédiatement une autre illusion vive. Cette fois, des vagues colossales font rage et s'écrasent sans relâche tout autour. Le père et la fille s'accrochent désespérément l'un à l'autre comme si les vagues déferlantes pouvaient les emporter pour de vrai. Lorsque la tempête se calme, les deux semblent complètement épuisés et sur le point d'abandonner. Mais non, notre héros est loin d'avoir fini d'éblouir ses adversaires. Son prochain jeu invoque des chevaliers montés dans une grande calèche. Finalement, Burr jette l'éponge, son réservoir d'idées et de patience complètement épuisé. Cependant, Yvel décide d'arrêter de se cacher derrière son père. Sans tenir compte de ses mises en garde, elle imite le mouvement du personnage principal. Alors que la nuit sombre dans le chaos, l'anxiété de Burr concernant les actions d'Yvel s'intensifie au-delà de tout contrôle. Bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle va bien, l'expression de son visage trahit une vérité bien différente. Même le personnage principal reconnaît sa détermination. Elle est prête à tout pour protéger son père, même si cela signifie sacrifier ses propres cartes. Cependant, cet acte courageux a coûté cher à Burr, entraînant la perte de 2 de ses doigts. Comme si la situation n'était pas assez chaotique, notre héros aggrave le tumulte en libérant les cartes Joker. Ce qui s'ensuit ressemble à une scène tout droit sortie d'un cauchemar lorsque le roi clown suprême, une terreur de niveau démoniaque, fait son apparition redoutable. Le clown ne perd pas de temps à révéler son hostilité, repérant immédiatement Elisabeth et menaçant de la tuer si elle ne fait pas preuve de prudence. Elisabeth refuse de reculer. Elle est non seulement en colère contre l'attitude condescendante du clown, qui la traite comme une adversaire fragile, mais aussi furieuse contre notre héros d'avoir invoqué un cauchemar aussi accablant sans hésitation. Elle vient à peine d'atteindre le niveau de dieu démon 3 étoiles, et même alors seulement après avoir avalé sa fierté et accepté de l'aide. Pourtant, notre héros traite cette situation désastreuse comme si elle faisait partie d'un numéro de cirque, affichant une attitude insouciante. Pendant ce temps, Battle Suave of Guilt, s'excusant auprès d'Yvel pour son impuissance perçue. Lorsque Burr pose ses cartes, un épuisement visible de son énergie commence à se faire sentir. Même notre héros ne peut cacher l'inquiétude qui traverse son visage. Il se rend vite compte que Burr n'est pas complètement rétabli et qu'il est encore vulnérable. Après avoir examiné la combinaison de cartes jouées par Burr, il ressent une pointe de bêtise, comprenant que Burr aurait pu conclure le jeu beaucoup plus tôt,
mais lui a permis de jouer et de se sentir comme un maître des cartes. Maintenant un peu gêné, il remet les cartes dans l'ordre pour bannir le clown de la scène. Il offre des excuses pour le chaos causé et part discrètement. Une fois le héros légendaire parti, le duo père et fille trouve enfin un moment pour respirer et se détendre. Elisabeth est préoccupée, concoctant des théories complexes dans son esprit. Elle croit fermement que toute cette épreuve n'est que la tactique de notre héros pour gagner du temps avant de la cibler à nouveau. Enfin, l'aube se lève, mettant fin à la tourmente de la nuit. Burr et Evil se préparent à partir, jurant de sauvegarder le secret de notre protagoniste. Notre héros offre alors à Burr un paquet de thé d'orge. De plus, il lui remet un jeu de cartes. Il admet que ses propres capacités sont insuffisantes et qu'il a besoin d'autant de pratique que possible. Fatiguée de leur singerie, Elisabeth les pousse pratiquement vers la sortie. Alors que le couple part précipitamment, Elisabeth ressent enfin un sentiment de soulagement et de calme. La vie reprend son cours normal, ou aussi normal que possible, et sa première demande au personnage principal est simplement de lui apporter de la nourriture. Burr s'enfuit comme s'il était en compétition avec le vent, traînant Evil derrière lui. La pauvre Evil, luttant pour suivre le rythme, supplie son père de ralentir, mais Burr ne fait pas attention. Il est trop concentré sur le fait de distancer la menace persistante de la malédiction de la reine démon de la nuit précédente. Apparemment, elle n'aime pas les interruptions. Elle a jeté une malédiction sur leur cou, les avertissant de ne jamais révéler son identité ou celle de notre héros. S'ils désobéissent, la malédiction s'activera, les envoyant directement dans l'au-delà. Finalement, Burr s'arrête et fait le point sur la distance qu'ils ont parcourue tandis qu'Evil examine les environs, sentant une étrange familiarité avec l'endroit. Cependant, Burr reste impressionné par son endurance inattendue et par la distance qu'il a réussi à parcourir. Pendant ce temps, Wang She, celui qui les a renvoyés, observe attentivement de loin. La zone est encore jonchée des corps des apôtres de la guilde noire déchue. Burr s'impatiente de s'attarder plus longtemps, craignant que l'endroit ne soit bientôt envahi par des démons. Alors que Wang She se prépare à partir, une attente inquiétante descend soudainement sur l'air, et devinez qui fait un retour spectaculaire, nul autre que les apôtres de la guilde noire eux-mêmes. Les accompagnants et leur redoutable chef, le grand apôtre, maniant des pouvoirs d'esprit démoniaques qui dépassent les attentes. À leur arrivée, Evil panique et implore Burr de l'abandonner sans hésitation, mais Burr refuse de fuir. Ayant survécu à une nuit avec la reine démon, quelques apôtres ne sont pas une menace pour lui. Il sert le jeu de cartes offert par notre héros, et avec conviction, il met les apôtres de côté. Cette fois, il est déterminé à tenir bon sachant que survivre à cet affrontement signifie réunir Evil avec sa mère disparue depuis longtemps parmi les elfes. Ce sera un moment qui rappellera il y a des années, lorsqu'il l'a poursuivi pour la première fois. Puis Burress déclenche son coup ultime. Il invoque les fours de son jeu de cartes, révélant une silhouette imposante. Evil reconnaît instantanément la silhouette comme sa mère. Sous le commandement de Burr, la femme tire des flèches avec expertise, éliminant systématiquement les apôtres les uns après les autres. Le grand apôtre tente de bloquer son assaut, mais il n'est pas de taille face à la prouesse de la reine elfe. Sa tête est tranchée et envoyée voler. Le conflit s'est terminé de manière décisive. Ayant triomphé au combat, Burr s'effondre à genoux, complètement épuisé, comme s'il venait de courir un marathon vêtu d'une lourde armure. Evil se précipite pour le surveiller, seulement pour découvrir que Burr vient de lancer une toute nouvelle ligne de travail. Ainsi, en ce jour même, le maître des cartes voit le jour, marquant un nouveau chapitre de sa vie. Une semaine complète s'est écoulée depuis le départ d'Evil et de Burr, laissant derrière eux un vide tranquille. Pendant ce temps, notre protagoniste est revenu à sa vie paisible à la ferme, savourant actuellement une tranche de pastèque tout en s'émerveillant des techniques avancées de culture de fruits du monde magique. Bien que la récolte soit impressionnante, sans personne avec qui la partager, l'expérience est aussi ennuyeuse et banale que de regarder la peinture sécher. Au départ, il était tout à fait satisfait de la vie à la ferme, sereine et sans hâte. Pas de chaos. Juste des jours simples marqués par la sensation de la terre sous ses ongles. Mais depuis qu'il a rencontré des gens de l'extérieur de la ferme, une envie agitée s'est éveillée en lui. Il essaie de l'ignorer, mais qui trompe-t-il? L'aventure l'appelle, et il n'est pas du genre à refuser une tentative d'invocation, même si cela signifie sortir de sa zone de confort. Pourtant, bien conscient qu'il n'a pas le courage et la force d'un véritable aventurier, il tente de réprimer ce désir. Pourtant, ce sentiment refuse obstinément de s'estomper. Juste à ce moment-là, Elisabeth fait irruption avec son style caractéristique. Remarquant son expression abattue, elle ne peut s'empêcher de lui demander ce qui le trouble. Notre héros se confie à elle, son désir d'explorer le monde au-delà. Elisabeth propose qu'il l'accompagne dans ses propres aventures. En entendant cela, son visage s'illumine instantanément. Après tout, voyager avec la reine démon signifie qu'il n'aura pas à craindre ses propres faiblesses. Le duo rassemble rapidement ses affaires et se prépare rapidement à partir. Elisabeth manipule habilement avec ses doigts. Soudain, un portail scintillant se matérialise devant eux. Alors qu'elle est sur le point de le franchir, le héros la bombarde d'une série de préoccupations urgentes. Premièrement, elle doit jurer de ne pas l'abandonner à mi-chemin. Deuxièmement,
Elle doit contrôler ses émotions et, si possible, éviter d'attirer l'attention. Bien que cela ressemble probablement à des ordres, elle accepte étonnamment sans discuter. Sa dernière préoccupation est de savoir si elle reviendra avec lui après leur voyage car il n'a certainement pas l'intention d'affronter seul un village infesté de monstres. Le mérite de cette prudence lui revient également. Elisabeth accepte immédiatement, déterminée à ne pas partir tant qu'elle ne l'aura pas battu. Cependant, elle fait une demande en retour. Elle demande un pudding aux fruits, simple, sucré et indéniablement son style. Une fois que tout est convenu, ils franchissent le portail, laissant le pauvre Wang She derrière pour surveiller la ferme ou peut-être simplement pour ruminer. De l'autre côté, ils arrivent dans une ville animée connue sous le nom de Booster Town, une zone neutre. Le personnage principal, visiblement ravi, se comporte comme un enfant surexcité. Il scrute avidement les environs, du magasin d'équipement à la boucherie. Il se précipite joyeusement, sa joie est indéniable. Pendant ce temps, Elisabeth observe que même après un siècle, le monde extérieur reste largement inchangé. Il acquiesce, reconnaissant que ce n'est pas aussi chaotique que Burr l'avait décrit. Elisabeth revendique hardiment tout le mérite de cette paix fragile, l'attribuant à son remarquable leadership qui, insiste-t-elle, a protégé tout le monde. Pendant ce temps, notre héros reste inconscient, absorbé par un stand voisin où des enfants vendent des poupées faites à la main. Soudain, une figure féroce avec des traits de cochon fait irruption, renversant violemment l'étal des enfants alors qu'il déverse sa colère sur les jeunes effrayés. Il s'avère que leur église doit une dette à son gang, et les enfants ont audacieusement installé leur étal dans un territoire qu'ils revendiquent comme le sien. Les enfants, en particulier la petite Annie, sont naturellement terrifiés par ce bouleversement. Malgré sa peur, Annie reste ferme, insistant sur le fait qu'ils ne lui doivent rien parce que le gang n'offre aucune protection réelle. L'exécuteur à tête de cochon ne tient aucun compte de son raisonnement, le rejetant entièrement. Inébranlable, Annie l'avertit que la nonne reviendra bientôt pour s'occuper de ses menaces. Alors qu'une foule se rassemble, avide de drame, la patience du personnage principal cède et il crie à l'homme bestial d'arrêter sa destruction. La brute à tête de cochon tourne son regard furieux vers notre protagoniste. Pris au dépourvu, notre héros est désemparé et ne sait pas comment répondre à la menace. En désespoir de cause, il regarde silencieusement Elisabeth pour obtenir de l'aide. À en juger par son attitude indifférente, il est évident qu'elle n'a pas l'intention de se présenter comme le héros aujourd'hui. Prenant les choses en main, notre héros annonce à haute voix que la bête harcèle une petite fille vulnérable. Sûrement, cette révélation incitera la foule à agir, n'est-ce pas? Mais le public reste silencieux, semblant plus captivé par le spectacle qui se déroule que par l'envie d'intervenir. Puis l'homme à tête de cochon repère la tenue du sud du personnage principal et commence à fixer Elisabeth avec un regard avide et lubrique. Notre jeune héros propose de régler le conflit par un dialogue pacifique ou mieux encore en offrant quelques spécialités locales, mais la tête de cochon n'a aucun intérêt pour la négociation. Il ordonne à ses hommes de main d'agresser notre héros et d'emprisonner Elisabeth. Cela provoque Elisabeth. Sans aucun doute, notre jeune héros l'a déjà enfermée. Pourtant, ces imbéciles croient pouvoir faire de même, pas tant qu'elle regarde. Sa fureur déclenche un changement brusque de temps alors que des nuages menaçants s'amoncellent et que le tonnerre gronde dans le ciel. C'est comme si les cieux eux-mêmes avertissaient la tête de cochon qu'il a franchi une limite. Submergé de peur, la tête de cochon et son gang se bousculent. Incertain de savoir si une tempête approche ou s'ils sont sur le point de tout perdre, notre jeune héros tente de la calmer, l'avertissant que si elle continue, toute la ville pourrait être détruite. Finalement, Elisabeth décide de faire preuve de retenue, mais à peine. Ayant été témoin du déroulement de l'épisode, Annie est impressionnée par l'ampleur du pouvoir d'Elisabeth. Toute cette agitation que révèle la tête de cochon découle d'une simple demande de 10 pièces d'or. En entendant cela, notre héros regarde Elisabeth qui possède probablement plus d'or qu'elle ne peut en compter. Il propose d'emprunter une partie de son or et propose de la rembourser en vendant des légumes de son jardin. Elisabeth, cependant, le rejette comme un imbécile pour avoir suggéré une forme de remboursement aussi absurde, surtout si l'on considère qu'elle n'avait même pas emporté son coffre au trésor. Notre héros propose alors une alternative en utilisant des produits locaux comme paiement. Peut-être que certains des légumes de son jardin suffiraient, mais la tête de cochon reste insensible. Au moment où la situation était sur le point de dégénérer en chaos, une bourse de pièces d'or a soudainement volé dans les airs et a frappé l'homme à tête de cochon en plein visage. Les pièces se sont révélées être un message d'Ossorn Turio, signalant qu'il voulait que l'homme à tête de cochon prenne l'argent et parte immédiatement. Après un examen plus approfondi, l'homme à tête de cochon a reconnu que l'or provenait de Thunder Sea Buckthorn, une formidable guilde de saints de l'épée. Faisant preuve de prudence, il a décidé de tenir compte de l'avertissement pour le moment et s'est retiré. Le personnage principal a aidé Annie à se relever, la stabilisant avec soin. En signe de remerciement, il a offert des bananes à Ossorn. Plutôt que d'accepter le cadeau, Ossorn a proposé un partenariat qui pourrait apporter une solution à leurs difficultés financières. Elisabeth, cependant, n'a montré aucun intérêt pour la proposition. Malgré cela, le protagoniste n'était pas disposé à abandonner quelqu'un qui avait donné un coup de main, décidant fermement de rester impliqué.
Leur voyage les a ensuite conduits dans un pub animé. Avant d'entrer, Osorn les a avertis de rester prêts. Aussitôt entrés, un homme bête a commis la grave erreur d'essayer de flirter avec Elisabeth. Elisabeth lui lança un regard glacial si froid qu'il semblait capable de geler le soleil lui-même. L'homme bête et ses compagnons ont été contraints de détourner le regard en signe de soumission. Se tournant vers le personnage principal, Elisabeth lui reprocha de l'avoir entraîné dans ce qu'elle considérait comme une excuse pathétique pour un rassemblement social. Il a ensuite dirigé son attention vers une pièce privée à proximité. Lorsque la porte s'ouvrit, plusieurs femmes les accueillirent en affluant immédiatement vers Osorn avec une affection évidente. Le protagoniste était stupéfait, sa mâchoire se décrochant lorsqu'il réalisa que ces femmes étaient les épouses d'Osorn. Oui, plusieurs épouses. Il semblait qu'Osorn gérait son propre harem. Ils se sont tous installés pour partager le thé alors qu'Osorn commençait à présenter tout le monde. Tout d'abord, il y a Gasha, une guerrière formidable qui excelle dans la protection des autres. Vient ensuite Lolo, une assassin furtive suivie de près par Glee, une puissante mage. Enfin, Galia, une archère elfe, entre en scène alors que le personnage principal révèle qu'il a récemment rencontré un autre elfe. Elisabeth, cependant, s'impatiente du bavardage oisif et exhorte Osorn à contourner les politesses de la réunion de famille et à aborder le problème principal. Son comportement brusque irrite Gazia, qui exige qu'elle modère immédiatement son impolitesse. Pendant ce temps, Lolo et Galia font des remarques acerbes sur l'assurance et l'apparence d'Elisabeth. Elisabeth est sur le point de perdre son sang-froid. Elle les avertit sèchement que si elle désire le chaos, elle est plus que disposée à le déchaîner, mais elle ne devrait pas s'attendre à de la sympathie après coup. Sentant le conflit imminent, notre héros révèle rapidement son arme secrète. Le pudding préféré d'Elisabeth, après une seule cuillerée, sa fureur se dissipe comme si elle n'avait jamais existé. Notre protagoniste raconte ensuite une histoire ridicule affirmant qu'ils appartiennent à une tribu sans nom avec Elisabeth comme reine et lui-même comme son serviteur dévoué. C'est le genre d'histoire absurde destinée uniquement à détourner l'attention plutôt qu'à transmettre un véritable message. Lolo et Galia saisissent l'occasion de se moquer une fois de plus d'Elisabeth, ajoutant impitoyablement de l'huile sur le feu. Notre héros explique qu'Elisabeth vit sa première aventure dans le monde et qu'elle s'adapte encore à ses nombreuses différences culturelles. Après avoir patiemment attendu que l'excitation retombe, Osorn se concentre enfin sur les affaires. Il dévoile son plan ambitieux, les invitant à l'accompagner, lui et ses épouses, dans un donjon au trésor. Il a également pris note de l'aura démoniaque mystérieuse qu'Elisabeth a affichée plus tôt, bien loin de toute princesse typique de petite ville. Intrigué par cette révélation, notre protagoniste se tourne vers Annie et s'enquiert de la nature de ces donjons au trésor. Annie explique que ces donjons sont des royaumes enchantés créés par d'anciennes entités conçues pour dissimuler de précieux trésors. Elle avertit qu'ils sont à la fois bien cachés et remplis de dangers. Osorn révèle ensuite le véritable objectif de sa demande. La barrière du donjon ne peut être brisée que si 8 personnes travaillent ensemble. En apprenant cela, une ombre passe sur l'expression d'Annie. Elle sait de première main à quel point ces donjons sont incroyablement difficiles et périlleux à parcourir. En tant que magicienne 4 étoiles seulement, Annie doute de posséder la force nécessaire pour répondre à ses exigences. Notre héros partage ses sentiments, admettant que ses propres capacités magiques laissent beaucoup à désirer. Cependant, Osorn les rassure rapidement que leur rôle est simple. Ils ont juste besoin de faire le nombre. Lui et ses femmes s'occuperont de toutes les vraies menaces. En récompense, chaque participant recevra des dizaines de milliers de pièces d'or. Cette promesse transforme instantanément l'humeur d'Annie, la faisant passer de presque aux larmes à envisager le trésor scintillant en quelques instants. Notre protagoniste jette un coup d'œil à Elisabeth pour connaître ses pensées, mais elle reste absorbée par son pudding, laissant la décision entre ses mains. Ensuite, il est temps de procéder à l'évaluation de l'aptitude magique. Osorn convoque Glee pour produire un globe de cristal exquis conçu pour mesurer et révéler la capacité magique de chaque personne. Annie explique le mécanisme avec la précision et la clarté d'un conférencier chevronné. Étant donné que le niveau de puissance de Osorn, un esprit démoniaque 4 étoiles, est déjà établi et que ses épouses se classent entre 4 et 5 étoiles, il est naturellement impatient de découvrir le classement du reste de leur groupe. Annie est la première à tester, révélant un score solide de 3 cents. Le prochain est notre protagoniste qui pose avec confiance sa main sur la sphère, s'attendant pleinement à ce qu'elle confirme son statut de héros légendaire. Ils attendent un silence intense, l'anticipation flottant dans l'air. Enfin, l'orbe rend son jugement sévère, un 0 plat. L'expression de notre héros s'effondre plus rapidement qu'un soufflet mal cuit. La dure réalité se fait jour. Les années passées à l'agriculture ne peuvent pas remplacer une formation magique appropriée. Il change rapidement de vitesse, déclarant que sa véritable prouesse réside dans l'agriculture, et pour le prouver, il offre des bananes fraîchement récoltées à tout le monde. Sans surprise, les épouses ont décliné poliment et ont remis en question la sagesse d'amener un agriculteur dans une chasse au trésor. Enfin, c'est au tour d'Elisabeth. Elle participe à contre-cœur, clairement irritée d'être entraînée dans leur pitrerie. Néanmoins, elle pose sa main sur la sphère de cristal. Le contact est instantané. La pièce éclate avec une vague écrasante d'énergie magique brute.
Tout le monde se protège instinctivement les yeux contre l'éclat éblouissant. Extérieurement, le personnage principal essaie de garder son sang-froid, bien qu'intérieurement il soit dans un état de panique. Si la véritable identité d'Elizabeth était révélée, cela ne causerait pas seulement des problèmes. Cela signifierait un désastre absolu. Il la supplie silencieusement à travers un regard désespéré. Heureusement, elle sent son avertissement urgent sans un mot. Sa magie s'enflamme intensément, s'alignant précisément sur le niveau qu'Annie a décrit pour les esprits démoniaques de haut rang, remarquant que les épouses d'Osorn ont l'air complètement choquées comme si elles avaient rencontré un fantôme. Pendant ce temps, notre héros se permet enfin de se détendre, probablement pour la toute première fois depuis 5 minutes. Osorn, en revanche, est extatique. La puissance confirmée d'Elizabeth a fait monter en flèche leurs espoirs de trouver le trésor. Annie, nouvelle dans ses aventures, regarde les donjons et les chasses au trésor se dérouler avec excitation, désireuse de découvrir ce qui l'attend. Osorn ordonne ensuite à Glee d'activer un parchemin de téléportation sans délai. En un instant, ils disparaissent et se matérialisent dans un endroit complètement différent. Notre héros ressent une brève vague de vertige mais est simultanément ravi par la merveille de la téléportation. Alors qu'Annie tremble sur place, elle est frappée par le calme dont Elizabeth fait preuve au milieu du chaos. Impatient, Osorn exhorte le groupe à prendre d'assaut le donjon immédiatement. Mais au grand étonnement de tous, Elizabeth déclare son intention de rentrer chez elle, provoquant un tollé dans le groupe. Gaucher réagit avec une colère intense à la décision inattendue d'Elizabeth. Même Glee et Gallia partagent cette frustration, leur colère s'enflammant visiblement. Imperturbable face à leur indignation, Elizabeth défie hardiment quiconque de l'arrêter. S'avançant, notre héros la supplie au moins de lui permettre d'explorer l'intérieur du donjon. Pendant ce temps, Annie ne peut s'empêcher d'avoir le sentiment étrange que l'énergie de la grotte reflète fidèlement l'aura d'Elizabeth. Curiosité piquée. Notre héros tente de prendre la parole, désireux d'enquêter plus avant. Soudain, Osorn le repousse, jure de protéger Elizabeth et l'implore de coopérer. Cependant, Elizabeth ne tient absolument pas compte de ses supplications, ne lui accordant aucune attention. Au lieu de cela, elle se tourne vers notre héros et accepte de jouer le jeu. Cela laisse Osorn bouillant de frustration et de colère. Elle prend la tête vers la grotte, suivie de près par le personnage principal comme un chiot enthousiaste. Osorn suit de près. Ses dents sont tellement serrées qu'il est étonnant qu'elle ne se soit pas fissurée. Au moment où ils entrent, la barrière se referme fermement derrière eux. Ce confinement soudain ne fait qu'intensifier l'anxiété de notre héros, le poussant vers un état de panique. Elizabeth intensifie sa peur en révélant que la seule issue est de maîtriser le créateur de la barrière ou de relever le défi qu'ils ont lancé. Avec un sourire forcé, Glee tente de remonter le moral, peut-être le sien avant tout, exprimant sa foi que Osorn découvrira quelque chose de précieux. Cependant, Gosha la fait taire rapidement avant qu'elle ne puisse en dire trop. Annie commence à les bombarder de questions, sa curiosité grandissant. Julia rassure Annie, expliquant qu'il s'agit simplement de coffres au trésor remplis de pièces d'or. Bientôt, le chemin se divise en plusieurs routes. Osorn exhorte Glee à utiliser sa magie pour identifier le chemin le plus court possible. Elle obtempère, mais lancer sa magie largement draine considérablement son énergie. Fatiguée, elle sent ses forces s'amenuiser. Glee avoue que même après avoir étendu sa magie sur 3 kilomètres, elle n'a pas pu localiser la sortie du labyrinthe. Gallia suggère alors d'essayer sa capacité de divination spirituelle, bien qu'elle doute de son utilité en raison de sa faible précision. Lolo recommande de se diviser en petits groupes et d'appuyer cette stratégie avec sa technique de clone au cas où les choses tourneraient mal. Pendant ce temps, notre protagoniste partage une conversation tranquille avec Elizabeth, apprenant que le labyrinthe n'est qu'une illusion. Il propose qu'elle se joigne à eux pour les aider à échapper à cette situation difficile, mais Elizabeth est trop absorbée par le spectacle pour s'en soucier. Elle préfère les regarder creuser leur propre tombe, et d'autant mieux s'ils parviennent à entraîner notre héros avec eux. Annie, cependant, attire l'attention de tout le monde vers la 3e courbe. Il y a quelque chose dans ce chemin qui lui semble particulièrement significatif, bien qu'elle admette qu'il pourrait simplement s'agir d'une intuition. Glee, d'un autre côté, ne perçoit rien d'inhabituel et croit fermement que les instincts d'Annie sont erronés. Reconnaissant cette discorde, Annie choisit sagement de rester silencieuse pour le moment. Glee exprime ensuite son intérêt pour le passage final, acquiesçant que selon ses capacités, il abrite le moins de monstres. En revanche, Lolo préconise de se séparer pour explorer toutes les options. Pendant ce temps, Gasha insiste pour qu'ils restent ensemble afin d'assurer leur sécurité. Après avoir pesé ses diverses opinions, Osorn décide finalement de suivre la recommandation de Glee. Annie, cependant, reste convaincue que le dernier passage est un choix désastreux. Pour démontrer ses préoccupations, elle utilise la magie sur sa poupée, l'envoyant comme sujet de test. Comme Annie l'avait prédit, la poupée est rapidement détruite par un ver mimique grotesque. Notre héros manque de faire une crise cardiaque à la vue terrifiante de la créature répugnante. Elizabeth explique que le mimique est une entité parasitaire, résidant généralement à l'intérieur de plus grands monstres. Elle reste beaucoup plus intéressée à passer à autre chose, laissant les autres faire face aux dangers par eux-mêmes. Emmenant notre héros avec elle,
elle avance tandis qu'Annie tente une fois de plus d'intervenir. Lolo suggère de créer un clone pour les suivre discrètement et recueillir des informations précieuses. Cependant, Hawthorne conclut que la création d'un clone est inutile, sentant le calme serein qui semble émaner d'Elizabeth elle-même. Sa décision n'est pas un caprice du moment, mais un choix ancré dans une confiance inébranlable, l'incitant à faire confiance à sa direction. Pendant ce temps, tapis dans l'ombre le long du couloir, une présence inconnue attend patiemment le bon moment pour frapper. Hawthorne et ses femmes sont enfermés dans une bataille acharnée contre une horde écrasante de monstres. Ces créatures semblent se multiplier à un rythme qui dépasse leur capacité à les vaincre. À l'arrière, le personnage principal et Annie se blottissent, croyant avoir trouvé le refuge le plus sûr, offrant leur dos à Elizabeth. Bien qu'Elizabeth remarque que les garçons agissent si mal que même un chien aux yeux bandés remarquerait la ruse, elle choisit de rester silencieuse. Pendant ce temps, Glee lance à Elizabeth un regard venimeux, furieuse d'avoir été menée sur un chemin infesté de monstres. Elizabeth les assure calmement qu'il est tout à fait normal de rencontrer des monstres près de la magie. Cependant, Glee n'est pas d'humeur à entendre des explications, d'autant plus qu'Elizabeth, la formidable puissance, se tient inactive, semblant apprécier le chaos plutôt que d'aider. Hawthorne tente d'apaiser la tension, mais Glee reste inflexible. De son point de vue, il semble qu'Elizabeth essaie délibérément de charmer son maître. Gelia et Gasha proposent de prendre un bref répit pour récupérer. Elizabeth refuse d'envisager l'idée, déterminée à ne pas perdre de temps. Julia et Lolo suggèrent alors qu'Elizabeth continue son chemin sans les attendre. Hawthorne encourage une fois de plus Elizabeth à faire une pause et à siroter une potion d'elfe pour reprendre des forces. En apprenant l'existence de cette potion énigmatique, notre héros a hâte de l'essayer, espérant qu'elle suscitera l'inspiration pour sa prochaine création culinaire extraordinaire. Elizabeth comprend profondément qu'après avoir goûté aux meilleurs plats gastronomiques, il aspire maintenant à quelque chose de plus humble et simple. Pour cette raison même, elle accepte de prendre un bref repos. Alors qu'il s'installe, Galia présente fièrement sa potion d'elfe unique, la traitant comme un trésor rare et inestimable. Naturellement, Elizabeth, étant aussi formidable qu'elle l'est, n'a pas réellement besoin de la potion. Cependant, Hawthorne détecte un soupçon de manque de respect dans le ton de Galia. Alors, suivant les instructions de son maître, elle remet la potion à Elizabeth. Mais Elizabeth la lance au personnage principal qui l'avale plus vite qu'un convive affamé à un buffet. Pourtant, la saveur herbeuse puissante le fait presque vomir. Il l'offre ensuite à Annie qui refuse, expliquant qu'elle n'a pas encore dépensé beaucoup de sa magie. Le visage de Gelia rougit vivement de colère après avoir été témoin du rejet de sa potion. Pour aggraver les choses, Elizabeth décide de la verser. Cette action ne fait qu'alimenter davantage la fureur de Gelia. À sa manière simple, notre héros trouve rapidement une solution parfaite en utilisant des friandises rustiques chéries de la campagne. Des bananes, c'est la réponse. Il s'assure que tout le monde en reçoit une. Puis doucement, il tend une pomme à Annie. Cet acte simple fait presque monter les larmes aux yeux d'Annie, non pas parce qu'elle est déçue de recevoir une pomme au lieu d'une banane, mais parce qu'elle pense aux enfants de son orphelinat qui n'ont pas goûté de fruits frais depuis longtemps. Notre héros jure d'envoyer encore plus de fruits à elle et aux autres bientôt. Cependant, Gelia refuse de l'accepter. Dans un accès de fureur, elle jette la banane de côté tandis que Glee en écrase une autre sous son pied. Pendant ce temps, Hawthorne suggère qu'ils mangent pour l'instant et les assure qu'une récompense bien plus grande les attend une fois qu'ils auront découvert le trésor. Alors que lui, Lolo et Gasha enfoncent leurs dents dans le fruit, quelque chose de complètement extraordinaire se déroule. À l'instant où le fruit entre dans leur bouche, ils sont soudainement emmenés dans une forêt inconnue. Ils se retrouvent vêtus d'habits qui semblent avoir été arrachés directement à un rayon de costumes de théâtre. Entourés de créatures ressemblant à des insectes vêtus de manteaux, ils voient ces êtres chanter et danser de manière rythmée. Bientôt, ils se joignent à la danse, avec des pas excentriques et atypiques. Leurs mouvements ressemblent à une audition pour le concours musical le plus bizarre du monde. De retour dans la grotte, Galia et Glee sont abasourdis, complètement perplexes face à la danse bizarre qui se déroule sous leurs yeux. Gasha, Lolo et Hawthorne sont stupéfaits de voir leur pouvoir magique augmenter considérablement après avoir mangé la banane et exécuté la danse étrange. Une sensation de puissance les envahit. Observant leur performance, notre héros applaudit avec enthousiasme, convaincu que c'est le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu de sa vie. Elizabeth, cependant, reconnaît le danger s'il continue et apprécie que notre héros ait anticipé cela, en augmentant leur puissance à l'avance. Julia est bouche bée, prise au dépourvu par la montée rapide d'énergie magique. En rassemblant les pièces du puzzle, Annie se rend compte que toute cette magie extraordinaire provient des bananes enchantées du MC. Malgré tout, Gelia reste convaincue que les bananes ne peuvent tout simplement pas posséder de propriétés magiques. En revanche, Gasha, fraîchement promu esprit démon 2 étoiles, attribue fermement cette réussite aux bananes. Lolo, quant à elle, soupçonne qu'un puissant magicien a dû secrètement enchanter les bananes. Hawthorne a du mal à croire que quelqu'un puisse sauter 3 rangs d'un seul coup pour devenir un esprit démon 3 étoiles. Il se tourne vers notre protagoniste, désireux d'entendre l'histoire de ces bananes apparemment magiques. Notre héros est complètement pris au dépourvu par cette attention. Pour lui,
ce ne sont rien de plus que des bananes ordinaires. Bien sûr, ce sont des cultures hybrides, mais elles ont été cultivées naturellement, sans aucune influence magique. Julia et Glee, toujours pleines d'espoir, décident de manger les bananes dans l'espoir de ressentir des effets similaires. Avant qu'elles ne puissent en prendre une bouchée, les bananes se décomposent soudainement en une bouillie pourrie, un fait qu'Annie reconnaît immédiatement. Annie explique que les bananes n'activent leur pouvoir que si au moins 3 personnes les consomment simultanément. Cependant, Glee fait remarquer qu'Elizabeth en a également mangé une. Cela laisse Annie perplexe et la fait se gratter la tête. Elle en déduit que si le pouvoir du consommateur n'est pas plus fort que celui du trésor, l'effet n'aurait pas dû se produire. Gélia se demande si sa potion d'elfe finit enfin par faire effet après tout ce temps. Hawthorne demande d'autres bananes à notre héros, mais Gélia ne peut pas ou refuse de croire à leur magie. Naturellement, notre héros a d'autres bananes en sa possession. Pourtant, avant qu'il ne puisse les distribuer, Elizabeth s'empare de son sac à dos, proclamant que toutes les bananes et autres fruits qu'il contient lui appartiennent désormais. Elle l'encourage ensuite à continuer d'avancer, convaincue que leur voyage est presque terminé. Notre héros s'excuse auprès de Hawthorne et promet de partager d'autres bananes avec lui si l'occasion se présente. Ils désirent également rester ensemble, mais Elizabeth a déjà avancé à un rythme rapide. Avec Annie et To qui la rejoignent, ils se mettent rapidement en route. Pendant ce temps, Lolo garde un œil attentif sur le sac à dos du protagoniste, intrigué par son contenu. Cependant, Hawthorne préfère rester en arrière, ayant senti que ce ne sont pas des individus ordinaires. Quant à Elizabeth, elle n'est pas simplement une princesse d'une tribu obscure. Il y a bien plus dans son histoire. Les ambitions de Hawthorne s'étendent au-delà des fruits magiques. Il a jeté son dévolu sur un prix bien plus important. Le royaume d'Aristote offre une récompense substantielle pour toute information concernant une princesse disparue, et il est à peu près certain qu'Elizabeth est celle qu'il recherche. Pourtant, ce n'est qu'une partie de son plan. Il envisage de posséder Elizabeth lui-même pour consolider son influence au sein du royaume. Alors qu'il intensifie son utilisation de la magie de charme, ces femmes sentent immédiatement un changement palpable dans l'atmosphère qui les enveloppe. Le trio avance, s'enfonçant dans le crépuscule enveloppant du labyrinthe. Le protagoniste se sent piégé dans un couloir sans fin, hanté par la crainte rampante de ne jamais pouvoir s'échapper. Elizabeth, en revanche, reste convaincue qu'ils sont sur le point de trouver la sortie. Soudain, un mouvement s'agite derrière eux. Annie est la première à le détecter. Mais avant qu'elle ne puisse prévenir le héros, des nuages de poussière éclatent dans l'air, le forçant à une quinte de tout qu'il ne peut contrôler. Puis Hawthorne apparaît, portant ces femmes, dont les expressions suggèrent qu'elles sont tombées sous un sort ou un enchantement. Il s'excuse auprès d'Elizabeth pour son retard et offre son aide, l'invitant même à grimper sur son dos pour une évasion plus rapide. Elizabeth le rejette immédiatement, soulignant qu'il n'a pas les qualifications requises pour être son escorte. Hawthorne semble légèrement insulté, mais l'irritation de Julia est encore plus prononcée. Soudain, sans prévenir, sa tête se détache complètement. Son corps s'effondre sur le sol, envoyant du sang gicler dans toutes les directions. La pièce se tait alors que tout le monde se fige, ne sachant pas s'il faut crier, s'évanouir ou fuir. Puis un mouvement s'agite au plafond au-dessus. Des créatures répugnantes connues sous le nom de puces de dragon émergent du plafond. Un des insectes grotesques se jette directement sur Elizabeth. Avec facilité, elle l'anéantit comme si elle écrasait une simple mouche. Pendant ce temps, Annie, résignée à son sort, attend calmement son tour de périr dans le labyrinthe. Notre jeune compagnon s'accroche à Elizabeth comme si elle était son seul espoir de survie. Elizabeth, cependant, choisit d'épargner d'abord l'individu égocentrique. Alors que Lolo affronte l'essaim implacable de Puce, Glee invoque une barrière protectrice pour protéger Hawthorne et Gasha. Puis l'homme bête égoïste révèle sa vraie nature. Il exige que le trio trouve sa propre évasion pendant qu'il poursuit le mystère entourant l'identité d'Elizabeth. Alors que les puces de dragon intensifient leur assaut incessant, la situation se détériore considérablement. Le bouclier magique de Glee se brise, et sa tête rejoint celle de Gilia dans les rangs macabres des sans-têtes. Ensuite, Lolo et Gasha sont victimes de l'essaim mortel. Pendant ce temps, Hawthorne reste occupé à se défendre avec acharnement. Brandissant son épée, Hawthorne tranche les puces de dragon dans un assaut furieux. En revanche, Gasha combine le combat au corps à corps avec des attaques magiques pour les repousser. Lolo utilise ses talents d'assassin avec une précision experte, tranchant sans effort l'essaim implacable comme une vétérane aguerrie. Malgré leurs efforts acharnés, les puces continuent d'affluer, usant progressivement leur défense. Au milieu du chaos, Lolo se laisse momentanément aller à la rêverie. Et dans cet instant de vulnérabilité, une puce de dragon saisit sa chance de frapper. Heureusement, Hawthorne intervient, repoussant avec force l'attaquant et sauvant Lolo d'un destin funeste. Pendant ce temps, Elizabeth s'interroge sur le prochain coup de leur compagnon. Ayant vu sa vraie nature, elle se demande s'il cessera enfin de masquer ses intentions. Notre protagoniste est rongé par le regret, pleinement conscient qu'il préférerait retourner à la vie paisible du village où la menace la plus féroce n'est qu'une mauvaise herbe persistante. Décidant qu'ils en ont assez enduré, Elizabeth l'exhorte à abandonner sa rêverie, à reconnaître leur véritable capacité ou leur manque de capacité,
et à se préparer aux défis à venir. Prenant les devants, elle se met en route, laissant Osorn et ses 2 femmes derrière pour gérer l'assaut continu des puces. Une puce persistante façonne leur chemin, les suivant de près. Mais Annie, avec la maîtrise fluide d'un marionnettiste habile, la dévie avec agilité en utilisant sa poupée avant d'éliminer rapidement la menace. Alors que leur voyage continue, Elisabeth chante silencieusement une incantation. Soudain, une porte massive se matérialise devant eux, imposante et inamovible. La porte s'ouvre, les invitant à franchir le seuil vers l'inconnu. Remarquant la porte, Osorn exhorte Gasha et Lolo à sauter sur son dos, les incitant à traverser rapidement le portail. Ils franchissent à peine le seuil avant que la porte ne se referme brusquement derrière eux, scellant leur passage. Au-delà de la porte se trouve une chambre débordant de pièces d'or scintillantes, de bijoux étincelants et d'innombrables trésors éblouissants. Notre protagoniste rayonne d'excitation en contemplant l'imposante pile de pièces d'or devant lui. La scène ressemble à quelque chose sorti tout droit des pages d'un conte de fées. Fidèle à sa nature, Osorn le pousse de côté sans hésitation. Pendant ce temps, Gasha fait tout ce qui est en son pouvoir pour dissuader Annie de rechercher l'attention ou la reconnaissance. Ce trésor est devenu la seule vraie passion et obsession de Osorn maintenant. Il ne peut plus simuler de la gratitude pour leur aide. Au lieu de cela, il décide que la meilleure façon d'exprimer ses remerciements est de tenter de les éliminer. Notre héros lui rappelle qu'ils sont quittes maintenant et suggère qu'il pourrait relâcher ses intentions meurtrières, mais l'équité ne concerne pas Osorn le moins du monde. Son regard reste fixé sans faiblir sur le nectar du roi démon. En ce moment, la gratitude est la chose la plus éloignée de ses pensées. Au moment où les tensions atteignent un point d'ébullition, le bruit sec d'une pièce d'or qui tombe résonne de manière inquiétante. Ce qui semble initialement inoffensif déclenche bientôt un grondement profond, comme les pas tonitruants d'un géant colossal. Dessous le tas de trésors émerge un dragon doré gigantesque et redoutable. Le personnage principal le fait remarquer à Elisabeth comme si elle n'avait pas déjà repéré la bête massive qui se profile devant elle. Annie plonge immédiatement dans une panique totale. Le rugissement tonitruant du dragon ne fait qu'aggraver le chaos et la peur. Confiant qu'il peut résoudre la crise avec une seule frappe décisive, Osorn ordonne à ses femmes de tenir le dragon occupé pendant qu'il se prépare pour le coup fatal. Sans hésitation, Lolo et Gasha se lancent à l'action pour affronter la menace. Avec Lolo en tête, elle utilise sa technique de clone, visant à déconcerter et distraire le dragon. Pourtant, le dragon reste indifférent, trop concentré sur ses instincts primaires pour être dupe par de simples doublons. Pour Osorn, ce moment marque le dernier obstacle, le dragon, et il se prépare à déchaîner son pouvoir ultime. Canalisant chaque once de son énergie, il se prépare pour la frappe décisive. Pendant ce temps, Lolo change d'approche, frappant sous plusieurs angles avec la précision d'un assassin. Le dragon reste impassible comme si on le sondait avec un cure-dent contre une pierre inflexible. Ensuite, Gasha canalise sa magie dans un bouclier protecteur et le lance vers le dragon. Confiante dans son attaque nouvellement améliorée, Gasha croit qu'elle est sans faille. Malheureusement pour elle, le dragon a une opinion très différente. Avec un coup de griffe puissant, le dragon envoie Gasha voler dans les airs. En voyant cela, Lolo devient de plus en plus frustrée. Déterminée, elle sort son atout, la technique du clone de 1000 personnes. Bien qu'elle sache que cela n'infligera pas de dommages graves, elle espère que ces innombrables clones au moins occuperont le dragon. Pourtant, le dragon riposte en lançant un barrage de pièces d'or dans les airs. En quelques secondes, la pluie de pièces anéantit chacun des clones de Lolo. La tempête de pièces n'épargne pas non plus le trio qui se tient à proximité. Elisabeth, enfermée en toute sécurité dans sa barrière protectrice, reste incapable d'intervenir. Elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point leur héros apparaît étonnamment calme au milieu du chaos. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que sous cette façade calme, il est complètement immobilisé, paralysé par le tumulte écrasant. Pendant ce temps, Annie invoque une poupée d'ours colossale, la positionnant pour se protéger contre le torrent de pièces. Tout au long de tout cela, Lolo reste obsédée par la protection de Osorn contre le danger. Elle déploie ses clones comme un bouclier protecteur autour de lui. Cependant, ce faisant, elle néglige complètement sa propre sécurité. Sans surprise, l'une des pièces la frappe directement au front. Pendant ce temps, Osorn finit de rassembler son énergie et libère sa technique d'éclair, croyant fermement que même un esprit démoniaque ne peut y résister. Mais alors que la poussière retombe, son arrogance se transforme rapidement en choc. Plutôt que de trancher à travers le dragon, son épée se brise en 100 fragments, et le dragon le repousse sans effort comme s'il était insignifiant. Se tenant maintenant imposant devant eux se trouve le formidable dragon de la secte démoniaque 4 étoiles. Prêt et déterminé, il se prépare à affronter le trio de front.